Alors, j'ai le plaisir d'accueillir 4 nouveaux contrevenants, on va dire, ou personnes réagissant à la controverse, pour un sujet qui anime beaucoup l'agriculture aujourd'hui. Veut-on la peau de l'élevage français ? En considérant tout ce qui a été dit depuis hier sur le poulet, le bœuf, etc., on peut se dire que est-ce qu'on va continuer à manger de la viande et continuer à avoir des éleveurs dans nos campagnes à l'avenir ? Donc, même punition que tout à l'heure, hein, chaque contrevenant a 5 minutes pour défendre un point de vue. Puis ensuite, on aura la réaction de Valérie, qui est agricultrice et éleveuse, ça tombe très bien, et de Fabrice, qui est un citoyen engagé du club consommateur Carrefour. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on peut y aller ? Alors, on y va. C'est parti. Allez, on y va, Jonathan. Le compteur se... Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ? Apparemment, oui. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Jonathan Guéguin. Je suis le directeur du Think and Do Tank des transitions à Pala. Donc, c'est une association que j'ai montée en 2013 à Nantes. Et nous, on a un angle, une perspective assez différente pour traiter ce débat-là dont je pense que vous n'aurez pas beaucoup entendu parler. Donc, en fait, on a créé l'association pour créer des modes de vie plus soutenables. Et on s'est attaqué un peu à tous les sujets. Donc, d'abord l'énergie, puis ensuite l'alimentation et la mobilité. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt invité en lien avec l'alimentation, comme vous en doutez. Et on a travaillé ce sujet-là d'une manière un peu rationnelle, sans rentrer trop dans l'émotionnel. Du coup, l'idée était de regarder comment est-ce qu'on pouvait réduire l'impact environnemental de nos modes de vie. Et on s'est attaqué du coup à la question de l'alimentation en général et de l'élevage en particulier, parce que c'est le premier consommateur de ressources dans l'alimentation en général. Donc pour ça, en fait, on a créé un cours qui s'appelle Efficience alimentaire, qu'on donne à l'école centrale de Nantes. Et en fait, on aborde le sujet de manière un peu biologique ou physique du moins. Donc, il faut savoir que ce qu'on imagine comme la chaîne alimentaire dans le grand public, en fait, en écologie, ça s'appelle des réseaux trophiques. Et du coup, il y a plusieurs niveaux trophiques. Donc, en fait, il faut imaginer plusieurs maillons de chaîne. Et à chaque niveau trophique supplémentaire, en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Raymond Landman. C'est la loi des 10%. Il y a 90% d'énergie qui est perdue à chaque niveau trophique supplémentaire. Et en fait, cette loi est intéressante parce qu'on s'est rendu compte de pourquoi est-ce que l'élevage était plus consommateur de ressources que le végétal, par exemple. Parce qu'on va entendre assez régulièrement que le végétal va dépendre de l'animal également, par exemple par rapport aux déjections ou aux bouses, ce genre de choses. Et en fait, dans les lois biophysiques, tout simplement, il y a l'idée que le premier niveau, on se base sur des autotrophes. Donc les autotrophes vont être capables, c'est les seuls en fait, êtres vivants sur la planète qui vont être capables de transformer la matière inorganique en matière organique. Et en fait, ils vont pouvoir le faire avec tout simplement de l'énergie, donc grâce à la photosynthèse et donc face au soleil, et grâce à des minéraux. Donc nous, on peut essayer de faire la même chose, de se poser les pieds dans l'eau et face au soleil. Ça va être compliqué. Donc nous, en fait, on va faire partie des hétérotrophes. Les hétérotrophes vont être les organismes qui sont au-dessus, tout simplement. Et à partir de là, on va discrétiser en fait les producteurs des consommateurs. Et les producteurs, donc ça va être ceux qui vont créer la matière organique pour tout le reste du vivant. Et il se trouve que quand on monte d'un niveau trophique, on perd 90% d'énergie. Donc c'est la fameuse loi de Raymond Landman. Et du coup, entre les végétaux
et les animaux, qui vont dépendre directement des premiers végétaux, il y a 90% d'énergie qui est perdue. Et c'est là en fait nous on intervient. C'est qu'on s'est rendu compte que du coup tout ça jouait sur la chaîne alimentaire, donc ce qu'on va imaginer comme la chaîne alimentaire, et du coup il y a un intérêt à descendre d'un niveau trophique, donc tout simplement pour réduire les pressions environnementales, que ce soit la consommation des ressources ou les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions des effluents, ce genre de choses. Donc tout ça influe grandement puisqu'il y a une sorte d'impact à cause d'un ratio de conversion qui va être plutôt mauvais, en fait, en défaveur du coup des niveaux trophiques supplémentaires qui sont plus hauts. Donc on va pas aller voir au-dessus. Au-dessus, ça va être les prédateurs primaires et après on va aller jusqu'aux prédateurs apex. Il se trouve que nous, on n'est pas au niveau au dernier, on n'est pas les super prédateurs qu'on aurait aimé être quelque part. On est au niveau de 2,2 entre l'anchois et le cochon. Donc tout en haut, on va avoir l'ours et l'orque qui sont au niveau 5,5. Donc en fait, ce ratio de conversion va faire qu'on va avoir un coût d'opportunité et qui a été calculé dans une étude qui s'appelle de Schepon, c'est un auteur, Schepon et al. En 2018. En fait, ils ont calculé le coût d'opportunité alimentaire et ce coût d'opportunité alimentaire, en fait, faut le voir un peu comme de la nourriture cachée qu'on n'a pas pu consommer nous directement, tout simplement parce que on l'a donné à manger à des animaux qui vont convertir ces éléments. Je pourrais expliquer plus en détail la suite. Alors, juste avant de donner la parole, vous êtes pour l'élevage ou contre l'élevage ? Alors, a priori, de manière intuitive, via les réseaux trophiques, plutôt contre, pour réduire la pression environnementale, justement, quoi. D'accord. Voilà. Là, ça a le mérite d'être clair. Alors, on y va pour notre deuxième contrevenant, Jérôme Tellier. Très bien, merci. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi l'élevage français est un gage de qualité et pourquoi il faut le maintenir. Déjà, je vais faire un petit rappel. Je suis déjà éleveur de bovins de race limousine dans un parc naturel régional de la Brenne, dans le département de l'Indre. Voilà, j'élève 130 vaches et leurs suites sur 190 hectares de prairies naturelles et prairies temporaires. Voilà, je représente aussi l'interprofession bétail et viande, dont je suis le président, bien sûr. Alors, pourquoi l'élevage français est-il de qualité et fondamental à la fois pour notre environnement et pour notre alimentation ? La filière que je représente, par rapport à son mode d'élevage et sa production de qualité, est fondamentale. Fondamentale dans le sens où l'alimentation de nos animaux est basée sur l'herbe, voilà, via le pâturage en été et puis les fourrages conservés que sont l'enrubanage ou le foin l'hiver, voilà. Et cette pratique est respectueuse de l'environnement. Elle utilise de l'espace. Une vache retenait un bovin pour deux terrains de football à peu près. Voilà, ça vous donne une idée. C'est considéré comme de l'élevage extensif qui représente notre élevage français. Voilà. Ce sont donc au niveau français 13 millions d'hectares de prairies qui sont valorisées par les herbivores. Comme l'a dit Jonathan, voilà, c'est bien les herbivores qui valorisent nos prairies. Et il ne faut pas oublier les services qu'offrent ou que rendent ces 13 millions d'hectares de prairies. Premièrement, il y a le stockage du carbone. On parle tous du stockage de carbone aujourd'hui. Voilà, un hectare de prairie, ça stocke autant de carbone qu'un hectare de forêt. Voilà, il faut le savoir. Sachant qu'on prend les 30 cm qui sont aussi dans le sol. Il y a aussi le système racinaire. Ça maintient aussi une biodiversité, notamment 80% des papillons ont besoin de prairies pour se développer. Donc, les prairies sont encore essentielles. Retenez aussi que où il y a des prairies, il y a aussi des haies. Voilà, ça fait partie d'un ensemble. Ces prairies aussi vont lutter contre l'érosion des sols, par rapport aux alluvions qui pourraient partir en rivière. Et n'oubliez pas que la couverture végétale d'une prairie permet aussi d'éviter le lessivage en période hivernale, contrairement à la forêt, où la forêt ne puise pas du tout d'azote l'hiver. Donc on peut avoir des systèmes où les nappes phréatiques pourraient charger en nitrate sur les zones forestières, alors que sur les zones de prairies, c'est pas le cas. Voilà. N'oublions pas aussi que ces prairies permettent aussi un aménagement de nos territoires, et qui façonnent nos paysages qui restent ouverts. Voilà, dans ma région, dans la Brenne, je peux vous dire que où il y a du pâturage, le paysage est ouvert. Où il n'y a plus de pâturage, c'est la friche. Voilà, donc derrière un élevage
bovins, il y a des pâturages ouverts, ou s'il n'y a plus d'élevage, eh ben, on a des terrains qui se referment, et c'est la friche. Sur l'axe alimentaire maintenant. Sur l'axe alimentaire, vous avez l'élevage français, forcément, qui est un gage d'égalité par rapport à la traçabilité. Ça, c'est une chose qu'il faut remettre en avant, rabâcher. Tous les matins, il y a des éleveurs qui se lèvent, qui font naître des animaux. Ils déclarent leurs animaux, ils font tout leur enregistrement des soins qu'ils apportent à leurs animaux, avec les délais d'attente, avec les numéros et tout, classer les ordonnances du veto. Voilà, enfin, c'est un boulot de tous les jours, ça, quand même. Je suis pas sûr que dans tous les pays, au niveau du monde, ça soit la même chose. Donc voilà, donc le gage de qualité sur l'axe alimentaire pour respecter le consommateur, puisqu'il faut aussi respecter notre consommateur. Je pense que tous les éleveurs français le font. Et après, si on arrive sur l'aspect nutritionnel de la viande, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on a des acides aminés essentiels qui sont en quantité pas forcément importante, mais qui sont biodisponibles. C'est-à-dire que la biodisponibilité de ces nutriments est très élevée, au-delà de 90%. Donc là, on ne va pas opposer les protéines animales ou les protéines végétales, on va simplement constater que les protéines animales ont une biodisponibilité supérieure en micronutriments. Voilà, ça c'est un constat, c'est scientifique, on ne peut pas revenir dessus. N'oubliez pas que dans la viande, on va retrouver le fer héminique. Voilà, ça c'est très important, notamment pour les femmes en âge de procréer. La vitamine B12, essentielle, on la retrouve encore également dans la viande. Et le zinc, les oligoéléments aussi, qui est en quantité assez importante. Alors tous ces éléments nutritionnels, eh bien, on les retrouve dans nos assiettes via la viande que nous consommons, et tout est une histoire d'équilibre entre protéines végétales et protéines animales. Et je voulais simplement rajouter qu'en fin de compte, pour avoir une bonne alimentation, et je pense que, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était un équilibre et une diversification de l'alimentation qui était un gage d'une bonne alimentation. Merci. Merci beaucoup. Bravo aussi pour un pitch rondement mené. Valérie, que pensez-vous de tout ça ? Ce que je pense de tout ça. Donc déjà, moi, je vais me présenter. Déjà, je suis éleveur de volailles. Donc c'est déjà un élevage qui est très controversé, j'ai envie de dire, parce que sur différentes modes de production. En fait, il ne faut pas qu'on mette... en fait, le végétal et l'animal sont complémentaires. Dans le sens où, que ce soit un bovin, un poulet ou un porc, il faut qu'il s'alimente. Et il s'alimente notamment par le végétal, par la prairie. Et nous également, en volaille, ça s'alimente par le blé, par le maïs, et les cochons également par l'orge en complément et ce genre de choses. Sachant que ces productions végétales doivent être produites sur le territoire. Et pour produire ces productions, il faut obligatoirement leur amener à manger également. Et leur amener à manger, c'est quoi ? C'est par notamment de l'engrais, qui est un grand mot, mais il y a différentes catégories, et notamment l'engrais organique. Et l'engrais organique est produit par l'élevage. Et ça permet notamment de nourrir la plante, mais pas que, mais également d'entretenir le sol. Et du fait d'entretenir le sol, ça permet en fait aussi d'être résilient sur le territoire et de pouvoir en fait maintenir ce niveau de production et donc aussi maintenir aussi nos élevages pour qu'ensuite on puisse produire notamment ces différents types d'élevages pour nourrir tout simplement les Français. Après, c'est vrai qu'on peut mettre en opposition les différentes méthodes d'élevage. Nous, en France, on a, en fait, il faut qu'on en soit fier aussi en tant qu'éleveur, c'est que, certes, on a des contraintes pour pouvoir, en fait, faire notre travail, mais ces contraintes, il faut qu'on les amène comme une fierté, parce qu'on fait quelque chose de qualité. C'est-à-dire qu'on respecte des normes bien-être animal, on respecte des normes environnementales, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur tout ce qui est gestion des affluents. Les affluents, c'est tout ce qui est matière organique, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Donc, ce qui fait que, en soi, il ne faut pas les mettre en opposition. C'est de la complémentarité. Après, l'élevage, on en a besoin.
On en a besoin notamment, comme le disait précédemment, c'est qu'on a besoin notamment pour nos paysages, parce que sans élevage, notamment sur l'aspect bovin, sans l'élevage, on aurait pu notamment cette diversité de paysages et cet entretien. Après, pour tout ce qui est, comme on appelle, comme moi, je suis très fière de le dire, je suis en élevage hors sol, c'est-à-dire que en fait, j'ai des bâtiments, ces animaux en fait sont aujourd'hui dans un bien-être animal qui sont définis, contrairement à d'autres pays, notamment tout ce qui est Amérique du Sud et ce genre de choses. Aujourd'hui, on a une grosse problématique, c'est que je vais parler du poulet parce que c'est un élevage que je connais du fait que c'est le mien. Au jour d'aujourd'hui, on importe de la volaille étrangère. Mais sous quelles conditions ? On parle de carbone, on parle d'environnement. Tout ça, en fait, ces volailles, en soi, elles traversent l'Atlantique. Donc, il faut aussi qu'on raisonne aussi là-dessus aussi. N'empêchons pas non plus mes collègues ou moi-même de pouvoir faire notre métier. Parce que derrière, en fait, c'est aussi être garant de tout ça. Parce que derrière, vous savez ce qu'on produit, vous savez ce qu'on met. Contrairement à un poulet du Brésil ou un poulet d'Uruguay ou des vaches d'Uruguay, comme là on a pu voir récemment, qui étaient bloquées sur un bateau. Voilà, donc il faut aussi raisonner par rapport à ça. Donc, l'élevage a tout naturellement sa place dans nos territoires. Et il faut justement le garder et en être fier. Merci beaucoup. Merci. Fabrice. Bonjour tout le monde, donc Fabrice Pisani. Alors j'ai deux casquettes. J'ai une casquette consommateur engagé et j'ai une deuxième casquette, mon métier, où je suis responsable de la restauration à 300 km/h. Je m'occupe des bars TGV. Là, je vais plutôt donner mon côté citoyen engagé. Alors moi, je vois deux facteurs. Je vois un facteur sociétal et un facteur pouvoir d'achat. Sociétal, avec mon expérience d'un demi-siècle, dans mes terres auvergnates, on mangeait de la viande matin, midi et soir. C'était de l'Aubrac, c'était du Charolais, c'était du Salaire. Actuellement, mes enfants, 2 générations plus tard, c'est plutôt flexitarien. C'est-à-dire, on mange de la viande, mais on fait attention. On mange des légumineux, et ça, c'est l'apport de l'école. L'école leur a appris à faire attention à l'environnement, faire attention à l'alimentation. Le deuxième facteur, c'est un facteur pouvoir d'achat. Et on le voit actuellement où, entre le transfert de la viande rouge vers la viande blanche, et puis, dernièrement, le transfert de la viande blanche vers les œufs. Malheureusement. Et donc, moi, je suis pour une agriculture française qui respecte l'environnement, et vos arguments étaient très intéressants, et qui respecte aussi l'animal et son bien-être. Donc, j'essaye, à travers ma vie professionnelle et ma vie personnelle, de sourcer français, de manger français, mais au niveau pouvoir d'achat, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci.